Merci à l'UNESCO de m'avoir invité. On peut se demander pourquoi un responsable politique est invité dans un colloque sur la pensée complexe. Alors, j'ai quand même un atout pour moi, c'est que j'ai été universitaire avant de devenir politique. On a eu, il y a 29 ans également, le premier débat sur les CFC à l'Assemblée nationale avec Edgar Morin. C'est la première année où j'étais élu. Et j'étais scientifique, docteur ès sciences en biologie moléculaire, et je me suis occupé des liens entre sciences, technologie et décision et prise de décision politique, en présidant l'office parlementaire plusieurs fois d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. J'ai également donné un cours à Sciences Po dans les dernières années sur les grands enjeux du XXIe siècle, pour essayer de réfléchir aux grandes questions qui se posent à nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'office parlementaire? C'est fait pour résoudre la complexité des problèmes. Parce que, finalement, les hommes politiques, ils doivent prendre des décisions politiques dures sur des certitudes scientifiques molles. Et c'est pas de moi, hein, mais je crois que la phrase résume bien la situation. Et ils ne connaissent pas tous les sujets. Et de loin. Donc, pour être capable de prendre une décision sur un sujet complexe qu'on ne connaît pas, c'est un peu comme la quadrature du cercle. Donc, notre office a finalement essayé de relever un défi qui était de rendre compréhensible un problème complexe. Sur énormément de sujets, on a pris modèle sur les Américains, mais les Américains, ils ont abandonné cela. C'était l'Office of Technology Assessment américain. On a pris modèle sur ce que vous aviez fait les premiers, et on est aujourd'hui organisé en réseau européen qui s'appelle European Parliamentary Office of Technology Assessment, où on confronte les avis qu'on essaye de donner sur un certain nombre de sujets où, dans notre domaine, la science et la technologie ont une incidence sur la décision que doit prendre la société. Et M. Montori vient d'en parler. Comment se fait la prise de décision? D'abord, de manière générale, puis après, je prendrai deux exemples sur deux sujets sur lesquels je travaille actuellement, qui est le génome editing et l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. D'abord, toute décision en politique, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage entre diverses considérations qui ne vont pas toutes dans le même sens. Et quand on prend une décision, on doit prendre en compte les problèmes d'emploi dans un contexte où le chômage est important, les problèmes d'environnement qui sont majeurs, les problèmes de sécurité du citoyen dans une société qui accepte de moins en moins le risque, les problèmes, bien sûr, d'éthique, d'indépendance nationale. Et ces problèmes d'éthique sont compliqués. Vous avez tous essayé de donner des définitions différentes de l'éthique. Je partage assez l'avis qui a été donné tout à l'heure que l'éthique invite au débat. D'abord parce que, suivant les pays, on n'a pas les mêmes notions sur l'éthique, et que suivant les générations, on n'a pas les mêmes notions sur l'éthique. Et que l'éthique doit se construire. Pour avoir été un artisan, j'ai eu la chance d'avoir participé aux 3 lois bioéthiques françaises. 92-94, 2002-2004, la longévité a des avantages, y compris en politique, et la loi de 2011. Et j'ai vu l'évolution des sujets, j'ai vu l'évolution de la perception qu'on avait de ces sujets, et j'ai vu comment, à un moment donné, sur un simple sujet comme la recherche sur les cellules souches embryonnaires, eh bien, c'est-à-dire la compréhension des premiers instants de la vie, comment un certain nombre d'opinions de toute la société interféraient avec la loi que nous allions voter. Et j'ai vu comment, à un moment donné, peut-être de manière moins visible qu'aux États-Unis, mais il y a eu une radicalisation sur ces sujets, avec finalement ce que Max Weber disait, l'opposition entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Chacun a son éthique de conviction. Ou plutôt, chacun pense que ses convictions correspondent à la morale, mais aussi à l'éthique. L'éthique de responsabilité, c'est de faire la synthèse entre ses convictions. Donc il faut essayer, à un moment donné, d'organiser le débat pour que la synthèse soit la meilleure possible. Et pour moi, la synthèse doit s'appuyer sur la science.
et sur les connaissances. Car aujourd'hui, et je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez, il y a une école de pensée qu'on voit dans nos sociétés qui indique que toutes les opinions se valent. À partir du moment où on a une opinion, pourquoi son opinion? Or, certaines opinions, même si elles sont très prudentes, parce que le scientifique est quelqu'un de prudent, surtout quand il traite de la pensée complexe, eh bien, ces opinions, à mon sens, elles doivent être confrontées et évaluées par la pensée scientifique. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, la montée de controverses, qui est bien sûr due à des incertitudes. Je voudrais juste, avant de donner les deux exemples que je vous ai indiqués, dire que, pour moi, le triptyque éthique, décision-action, il est, en tout cas, à mon sens, de responsable politique, il est insuffisant. On ne peut pas se contenter de ce triptyque, car bien sûr, l'éthique est nécessaire, on vient de le dire, et l'éthique, elle est compliquée à mettre en œuvre, mais l'éthique, elle doit, ou la décision politique, avant la décision politique, on doit analyser les besoins et se fixer des objectifs. Les besoins et les objectifs doivent s'appuyer sur la connaissance, je viens de le dire, et doivent s'appuyer sur l'incertitude, car la connaissance, elle est jamais certaine. Donc, comment décider et agir en situation d'incertitude? C'est une situation qui est une situation compliquée. Donc, il faut, je crois, quand on agit ou quand on décide la décision, il faut également prendre en compte la question des ressources. Enfin, ce n'est pas fini, car ce que la société avance, c'est les résultats et c'est les impacts. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas se contenter d'agir, il faut voir quel est le résultat de l'action. Et que l'efficacité, l'efficience ou même l'utilité ne peuvent se faire que si on confronte l'éthique, la décision et l'action au point que je viens d'indiquer. Alors comment on s'y prend à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et à notre réseau européen où finalement on a assez bien harmoniser nos méthodes de travail? Eh bien, tout simplement, je crois qu'on base notre travail sur une manière de fonctionner qui est l'audition publique collective contradictoire. C'est-à-dire, c'est pas la complexité, elle ne peut pas s'exprimer à la télévision et par les médias en 30 secondes. Or, ceux qui pensent parler au nom de l'éthique de conviction le font. En 30 secondes, ils disent que les OGM, c'est dangereux pour la santé. Il ne faut même pas 30 secondes. En 30 secondes, ils vont dire que le génome editing, ou l'édition du génome, ou la modification, plutôt en français, ciblée du génome, eh bien, c'est quelque chose qui va apporter des avantages énormes à la société. Et donc, on entend un certain nombre de personnes parler et donner des opinions. Or, ces opinions, il faut être capable de les analyser, de les confronter dans l'audition publique collective contradictoire, ce qu'on a bien organisé maintenant depuis 30 ans. On en avait une hier qui était ouverte par le ministre de la Recherche, Thierry Mandon, sur l'évaluation de la stratégie nationale de recherche, où tous les sujets ont été abordés, et je crois que c'était très bien, parce qu'à un moment donné, eh bien, les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines des idées qui sont exprimées, et on se forge sa propre opinion. Alors sur les deux points, pour terminer, que je vous avais annoncés, je travaille sur deux sujets actuellement. Un sujet pour le Parlement français, qui est sur la modification ciblée du génome, et un sujet pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, car je suis également le rapporteur sciences et technologies de l'Assemblée parlementaire, sur intelligence artificielle et droits de l'homme. Donc sur ces deux sujets, on a l'illustration du débat sur la complexité. Car la modification ciblée du génome, c'est, pour ceux qui le connaissent, je vais être trivial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais sans doute être imparfait, mais la modification ciblée du génome, c'est la possibilité aujourd'hui qu'on a de venir modifier les logiciels de la vie de manière extrêmement précise. Quand on avait des transgénèses ou des OGM, on bombardait des gènes.
Et ces gènes, on ne savait pas bien où s'inséraient. Aujourd'hui, on est capable d'aller de manière très précise modifier à un moment donné le logiciel de la vie. Donc on est capable de modifier par exemple une maladie métabolique parce qu'on sait qu'une maladie métabolique, elle dépend à un moment donné d'une inscription dans notre logiciel d'une base à tel endroit de notre génome. Et ceci, c'est maintenant peu coûteux, c'est efficace et peu coûteux. Est-ce que donc cette technique est bonne? Elle est sans doute bonne si jamais on prend l'exemple que je vous ai indiqué, mais si jamais à un moment donné en biologie de garage on est capable de prendre une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule qui va donner la vie, et on est capable de la corriger indéfiniment, est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors certains philosophes disent pourquoi à un moment donné, grâce au progrès de la médecine, on est capable de transmettre une maladie héréditaire comme la mucoviscidose et permettre à des gens qui n'auraient jamais procréé de procréer aujourd'hui. Donc la médecine est capable à un moment donné de transmettre un certain nombre de maladies héréditaires. Pourquoi la médecine ne serait pas capable de la réparer? Ce qui est une vraie question que nous devons nous poser. Et la deuxième question qui a été posée au Congrès de Washington en décembre 2015, est-ce qu'il faut un moratoire sur ces questions? La troisième question, elle est sans doute plus importante, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui de transférer un gène d'infertilité sur des insectes. Est-ce qu'on a le droit à un moment donné, et ce gène d'infertilité peut passer d'un allèle, d'un chromosome à un autre chromosome, est-ce qu'on a le droit à un moment donné d'éliminer une race d'insectes parce qu'elle transmet une maladie, même si cette maladie est une maladie grave? Et je pense que le débat entre les pays du Nord et les pays du Sud ne donnera pas obligatoirement les mêmes résultats à cette question. Enfin, on est capable de, bien sûr, d'arriver dans l'agriculture à des produits génétiquement modifiés qui sont permis aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et dans un certain nombre de pays, avec une précision telle que, finalement, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que ce sont des OGM ou est-ce que ce ne sont pas des OGM? Certains parlent d'OGM cachés. Et toutes ces questions, bien sûr, si le politique veut prendre un certain nombre de décisions, on doit les connaître. Le deuxième exemple, c'est celui de l'intelligence artificielle et des droits de l'homme, qui est un rapport, ces deux rapports vont sortir au mois de février, mais vous allez sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat et vous voyez les travaux qui ont été faits, les résumés sont en anglais, sur la convergence technologique, l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. Deux d'entre vous ont parlé tout à l'heure de la convergence des technologies. C'est majeur dans les sociétés d'aujourd'hui. Le nano, le bio, l'info et le cogno sont aujourd'hui mélangés dans un certain nombre de cas. Donc, on met en avant le fait que les robots sont de plus en plus polyvalents, que l'homme augmente ses capacités en les dopant grâce aux apports des machines, de robots, de logiciels, et toutes ces évolutions s'accélèrent avec la convergence dont je viens de parler. Ce qui veut dire que les problèmes qui se posent, c'est est-ce qu'en développant ces techniques et en les analysant, la dignité, l'identité, l'intégrité, le respect de la vie privée, la liberté de penser restent encore notre priorité. Et que l'intelligence artificielle et la robotique, qui s'appuient sur l'infrastructure existante des technologies de l'information et de la communication, car les robots de service ne sauraient fonctionner dans un environnement humain complexe sans l'aide de réseaux d'interaction. Voilà une autre question que nous devons nous poser. Enfin, de l'homme soigné, on est passé à l'homme réparé. Ce qui se profile pour demain, c'est l'homme augmenté. Cette évolution pose de nouvelles questions éthiques qui sont dues aux nouvelles interfaces entre l'homme et la machine, ou encore entre l'homme et la molécule. Et la loi doit permettre de résister à des pressions ou à des contraintes qui s'imposeraient à des individus de se soumettre à des technologies qui amélioreraient leur performance, notamment dans le domaine du sport, des jeux, mais aussi du travail. Et c'est des questions qui sont des vraies questions que nous devons nous poser. Ce qui caractérise ces nouvelles technologies, c'est l'ampleur des changements qu'elles induisent. Les frontières entre le médical et le non médical s'estompent, mais plus encore les frontières entre le naturel et l'artificiel, avec la biologie de synthèse particulièrement. Donc l'atténuation de ces frontières entre l'homme et la machine dans un monde en mouvement rapide, eh bien, nous fait nous poser toutes les questions que je viens d'indiquer. Les lois, est-ce qu'elles peuvent répondre à ça? Et je terminerai par là. Pas toujours. La loi bioéthique a tenté de le faire, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais le dernier article de la loi bioéthique, à chaque fois, c'est que
la présente loi sera réexaminée dans quelques années. Car dans un monde qui change, avec des technologies qui changent, dans une société de plus en plus complexe, eh bien, le législateur est obligé à la fois de comprendre, mais également de réexaminer. Merci beaucoup.